Rachida Dati est notre invitée ce matin. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Maire du 7e arrondissement de Paris et candidate officielle des Républicains à la mairie de Paris depuis hier soir. C'est une revanche pour vous? Non, je sais pas, une revanche sur un parti qui vous a parfois laissé un peu de côté ou... Ça vous fait sourire d'ailleurs. Hein, non, ça fait sourire, mais non, c'est pas une revanche. Moi, j'ai été très honorée d'être investie hier. Et puis, ça a été une investiture nette, puisque même le vote a été à bulletin secret. Et donc, j'ai été largement investie et c'est un honneur qui m'a été fait de pouvoir mener cette campagne à Paris. Alors, nous allons voir tout à l'heure, Rachida Dati, avec qui vous allez conduire cette campagne, ce que vous voulez faire à Paris et politiquement, quelles alliances vous pourriez... sceller au cours de la campagne. Bien, Rachida Dati, démantèlement de ces camps de migrants porte de la Chapelle à Paris, dans le 18e, indispensable. C'est indispensable, mais on a laissé faire. Vous savez, il y a ces points de fixation sont liés aussi à une politique d'immigration non maîtrisée, parce que dans ces camps de migrants, la majorité d'entre eux, ce sont soit des déboutés du droit d'asile qu'on n'expulse pas, soit des migrants qui sont là et qui n'ont pas de raison d'être sur notre territoire national, ou sinon, effectivement, des réfugiés qui ont obtenu, des migrants qui ont obtenu le statut de réfugiés, mais pour lesquels il n'y a ni emploi, ni logement. Et donc, mais il y a aussi la politique municipale, puisque la mairie de Paris, pendant des mois, des semaines, a dit Paris, ville ouverte, venez, on accueille tous les migrants. Et aujourd'hui, on en est résolu, effectivement, à devoir évacuer ces camps de migrants qui génèrent de l'insécurité, des trafics et des difficultés de toute nature. Et les victimes de cela, Monsieur Bourdin, ce sont les Parisiens qu'on dépossède de leur espace public, mais aussi les migrants. Mais n'est-ce pas un peu facile de dire oui, on ne maîtrise pas la politique migratoire, mais quand est arrivée sur le sol français une femme avec son enfant, une femme qui a été violée dans son pays, c'est pas facile. C'est facile de dire on va la renvoyer tout de suite avec son fils ou sa fille dans son pays et qui va la reprendre. Franchement, la politique migratoire, c'est très très difficile. Mais bien sûr, je sais de quoi je parle, Monsieur Bourdin, sur la politique migratoire. Non seulement c'est un sujet que je connais très bien, et c'est un sujet sur lequel j'ai longuement et à ce jour encore travaillé. Simplement, quand il y a des règles, quand vous donnez le cas de cette femme qui arrive persécutée, elle peut obtenir le statut de réfugié. Et heureusement, et on s'honore, la France s'honore à pouvoir accorder ce statut de réfugié à des situations telles que vous la décrivez. Mais c'est vrai aussi que nous avons des limites. D'accueil, on a un problème de capacité d'accueil. Il faut savoir que dans ces camps de migrants, il y a des personnes qui ont un statut de réfugié, mais qui n'ont ni emploi ni hébergement. Et comme tout ça n'est pas préparé ni anticipé, ça génère évidemment le désordre qu'on connaît aujourd'hui dans le nord et l'est parisien. Regardons les mesures qui ont été annoncées hier par le gouvernement, Rachida Dati, immigration-intégration, immigration économique, on va en parler, des objectifs chiffrés fixés chaque année, par les partenaires sociaux, par les filières professionnelles. Les Français sont pour. J'ai vu une enquête que nous avons sortie hier, Elab, qui dit que plus de 60% des Français ils sont favorables. Vous y êtes favorable, vous ? Quel est l'objectif de cette réforme annoncée par le gouvernement? C'était de dire il faut maîtriser les flux migratoires. Et ce qui pose problème aujourd'hui en France, ça n'est pas l'immigration économique. Non, mais là, je vous demande simplement. Oui, mais je vais revenir sur ce qui pose problème. Mais Rachida Dati, est-ce que vous êtes favorable à ces objectifs chiffrés en matière économique chaque année? Monsieur Bourdin, vous savez que ça existe déjà. Oui, mais... ça existe déjà. Il faut effectivement... Aucun objectif chiffré aujourd'hui n'est fixé. Mais comment ça se passe, Monsieur Bourdin? C'est par exemple sur des emplois souvent peu qualifiés, et on n'arrive pas à les pourvoir. Comment ça se passe? Souvent, vous avez soit des personnes étrangères vivant sur notre territoire national et qui sont sans papier, et pour lesquelles on leur dit peut-être que vous pouvez pourvoir ce poste, et là vous demandez à la direction du travail une autorisation de travail. Il faut un an. Et ensuite, au moins un an. Oui, non mais pas forcément, mais là où vous avez raison, et où je peux vous Demandez au patronat. Non mais attendez, mais
Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on ne connaît pas ces situations, qu'on n'intervient pas? Ce qui est terrible dans la politique, mais vous savez quoi? Écoutez-moi jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes oui ou non favorable à cette mesure? Mais c'est une mesure qui existe déjà, qu'on devrait effectivement peut-être plus fluidifier sur les procédures. C'est pas une nouvelle mesure exceptionnelle et autre. Mais ce que je souhaite dire, M. Bourdin, c'est que l'objectif de cette réforme telle qu'elle est présentée, c'est soi-disant pour maîtriser les flux migratoires. Ça n'est pas le cas. Le sujet, il n'est pas... C'est-à-dire que tous les quotas économiques qui ont été instaurés dans les pays, vous savez ce que c'est l'objectif? C'est pas de maîtriser le nombre d'entrées. C'est de pouvoir sélectionner des profils. C'est pas le même objectif. Nicolas Sarkozy, quand il est président, il demande à M. Mazot d'examiner ses possibilités. Il y a eu un rapport qui nous a été remis en 2008. Que dit ce rapport? Que conclut ce rapport? Oui, en fait, on revient à l'immigration choisie, qui existe et dont les procédures doivent être plus fluidifiées. C'est une réalité qui existe. C'est pas une nouveauté. Mais que dit ce rapport? Il dit effectivement, les quotas économiques, ça ne réduit pas l'immigration. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est pointée dans ce rapport... Non, mais ça permet aux entreprises de trouver de la main-d'œuvre. Oui, mais justement, j'y viens. La deuxième conclusion de ce rapport, on dit que, compte tenu de la démographie française, que c'est un constat d'échec de renoncer à tout un pan de la formation professionnelle pour une partie de la population française qui est ou sans emploi ou au chômage. Voilà. Donc, ce sont des renoncements. Donc, il ne faut pas par facilité... Rachida Dati. De 70%. Autre sujet. Non mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas contre. C'est pas la solution. Moi, je défends pas le. Non, c'est pas une histoire de. Mais Rachida Dati, je ne défends pas. Je dis simplement que quand des mesures, vous la droite, vous aviez avancé. C'est vrai que vous avez renoncé à cette idée. Non, c'est pas qu'on a renoncé. Elle a été. Non, c'est faux. Tout ce que j'entends depuis quelques jours, c'est faux. On n'a pas renoncé puisque ça existe. Simplement, les procédures aujourd'hui, elles sont peut-être un peu plus longues parce que qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie quand même, avant de pouvoir donner un titre de séjour à quelqu'un pour occuper un poste, on vérifie si peut-être sur le marché, on n'a pas quelqu'un, un Français ou un... Donc ça ne sert à rien, quoi, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'on peut revoir les procédures, mais c'est pas... ça ne va pas réduire l'immigration, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pas une nouveauté, ça existe déjà et nous l'avons instauré dès 2008. Voilà. 70% des Français sont favorables aux mesures concernant l'AME. Alors pour les bénéficiaires de l'AME, je rappelle que l'AME concerne les étrangers en situation irrégulière, accord préalable de la sécurité sociale pour les soins considérés comme non urgents, et puis croisement des fichiers AME et demande de visa. Oui. C'est bien ça? Non mais sur l'AME, moi je pense qu'il faudra qu'on réduise le panier de soins, comme en Allemagne. Oui. En Allemagne, on n'a pas de pandémie, il y a eu une aide médicale qui est beaucoup plus réduite que celle qui existe en France. Je pense qu'on pourrait s'inspirer du modèle allemand. Et puis la réduction à 3 mois, vous savez, le délai de carence, en fait, c'est déjà... Ça, c'est la Puma, hein. Oui, mais ça, c'est déjà la réalité, parce que quand vous êtes sans papier en France, il faut attendre 3 mois pour pouvoir bénéficier de soins ou de l'aide médicale d'État. Donc ça, en fait, on homogénéise les statuts. C'est-à-dire que le maintenant, délai de carence pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile, ils vont, en fait, ils rejoignent ceux qui n'ont pas de papier. Oui, qui ne sont pas forcément demandeurs accès d'asile. aux soins urgents, bien sûr, hein, et 6 mois au lieu de 12 pour les demandeurs d'asile déboutés, qui bénéficieront de la Puma. 6 mois au lieu de 12. Oui, mais on raccourcit le temps où l'on bénéficie de la Puma. Il faudra effectivement raccourcir le temps et je pense qu'il faudra revoir le panier de soins. Manifestation contre l'islamophobie dimanche à Paris. Vous avez vu Bon, évidemment, vous n'irez pas manifester contre l'islamophobie. Pourquoi? Non, mais qu'il y ait des tensions ou qu'il y ait des difficultés vis-à-vis d'une communauté. Enfin, ou en tous les cas, parce que maintenant, il faut presque s'identifier par quelque chose qui doit relever de l'intime, du privé, qu'on n'est pas censé voir sur votre visage ou sur votre apparence. Et donc, qu'il y a en ce moment une tension, parfois même des choses un peu désagréables vis-à-vis de personnes qui sont de confession musulmane. Ça, c'est un peu désagréable, c'est-à-dire 42% des musulmans disent avoir été discriminés à cause de leur religion. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Moi, je pense que c'est plutôt lié au délit de faciès, parce que la religion, ça se voit pas sur votre visage. Délit de faciès. Voilà, vous avez été victime, vous, de délit de faciès? Non, franchement. Non, pas le délit de faciès. Non, mais est-ce que vous avez pensé un jour à changer de prénom, par exemple? Non, jamais. Jamais? Jamais. Jamais. Mais parce que moi, j'ai pas. Parce que certains
Certains ont souffert bien sûr, mais de leur prénom. Mais bien sûr, mais évidemment, les parcours sont divers. Simplement, moi, je n'y ai jamais pensé parce que je n'ai pas de lecture ni de mon parcours ni de ma vie. Je n'ai pas de lecture ni communautaire ni identitaire. Voilà, je considère que je suis française et que j'appartiens à cette communauté nationale où nous avons une communauté de destin. Vous avez été victime de discrimination parce que vous vous appeliez Rachida ? Ça vous est arrivé ou pas ? Vous savez, moi je travaille. Plus jeune. Non, mais je travaille à plein temps depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Oui. 16 ans, à plein temps. Oui. J'ai commencé en étant aide-soignante de nuit. J'ai travaillé aussi au noir, c'est vrai, pour des raisons alimentaires, mais aussi pour ma famille. Et donc, je ne me suis jamais... Enfin, j'ai toujours travaillé. Donc, je ne me suis pas rendu compte, quand j'ai pu connaître des difficultés, à quoi ça pouvait être lié. Sans doute aussi à mon tempérament. Mais vous savez, je sors un livre prochainement où je raconte des difficultés d'une autre nature qui ne sont pas liées à mon prénom. Lesquelles ? Qui sont liées à la condition sociale. Et ce qui m'a inspiré ce livre, ça a été c'est la crise des Gilets jaunes que nous avons connue l'année dernière. Oui. Quand vous prenez comme ça en pleine figure ces millions de Français qui travaillent. Avant, quand on disait que quelqu'un était pauvre, on pensait à des gens qui ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, quand vous voyez des millions de Français qui travaillent sans relâche et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui sont ni reconnus ni considérés, ça démontre que la France est profondément fracturée, que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Je ne dis pas que ne fonctionne plus. Et donc, j'ai souhaité, par ce récit, indiquer ce que j'ai pu vivre comme difficulté, mais pas en bas, très en haut. Des manœuvres, des menaces, des difficultés parfois même graves. Et donc ça, effectivement, grave, des menaces. Oui, et puis des difficultés qu'on a pu me faire, dont j'ai jamais voulu parler. Mais c'est vrai que quand je vois que pays est fracturé, que les frustrations sont de plus en plus importantes, vous verrez. Mais je raconte aussi des situations qui peuvent parfois être choquantes, qui ne m'ont pas choquée parce que je les ai subies. Lesquelles ? Des intimidations, par exemple. Intimidations, de la part de rivaux politiques ? Non, c'est pas forcément des rivaux, mais des gens qui ne vous supportent pas en tant que tels. Voilà. Bien. Le 22 octobre, votre bureau et votre domicile ont été perquisitionnés. Non, non. Non. Déjà, alors allez-y, rétablissez la vérité. C'est ce que j'ai lu partout. À l'initiative des juges, je finis, puis vous aurez l'occasion. À l'initiative des juges d'instruction chargés de l'enquête sur vos contrats de conseil auprès d'une filiale de Renault-Nissan. Les juges enquêtent. Alors, y a-t-il eu abus de biens sociaux et corruption ? C'est la question que posent les juges. Le parquet national financier veut absolument savoir. Moi, je vais laisser simplement la justice enquêter. Mais je vous pose une simple question. Si vous êtes mis en examen, est-ce que vous abandonnerez votre candidature ? Monsieur Bourdin, moi je voudrais rétablir justement dans la droite ligne du livre. Que s'est-il passé ? Ça n'est pas une enquête qui est ouverte contre Rachida Dati. Il s'agit d'un avocat. Non, j'en ai déjà fait état ici. Oui. Je suis avocate. Moi, je ne suis pas une rentière, je ne suis pas une héritière. Je travaille. Je ne vis pas de la politique. Et donc, je travaille. Je suis avocate. Donc, j'ai des contrats avec des clients. Il s'avère que un avocat qui a pris sa compagne comme cliente, ce qui est illégal, qui lui a fait acheter des actions avant une assemblée générale de Renault. Cet avocat est issu des milieux d'Occident. Extrême droite. Il a décidé de porter plainte contre moi, sur une plainte qui ne tient pas, parce que je viens de vous donner les éléments qui établissent son illégalité, et en disant que les contrats que j'ai pu avoir chez Renault, qui sont des contrats de 3 ans, que j'ai sur une durée de 3 ans, qui ne sont pas des revenus, des honoraires que j'ai pu reçus. 900 000 euros. 900 000 euros, 300 000 euros par an. Ce sont des honoraires à ma qualité d'avocat pour un travail qui a été fait. Le parquet financier s'était effectivement saisi de cette plainte. Renault n'a pas déposé plainte contre moi. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Renault-Nissan, pas contre Rachida Dati. Mais il y avait eu perquisition ? Non, on m'a demandé, comme vous le savez, je suis avocate, je ne peux pas, je suis soumise au secret professionnel, donc je ne peux pas donner volontairement et spontanément des dossiers liés en ma qualité d'avocat. Et donc, il a fallu un acte coercitif. Les juges d'instruction m'ont demandé mes contrats et les documents de travail. Et vous avez tout donné. Et je les ai remis. Eh bien, nous laisserons
la justice. Exactement. Mais si par hasard il y a mise en examen, vous arrêtez, j'imagine. Non, parce que la mise en examen, c'est pas une mise en accusation, ce n'est pas un acte d'accusation, c'est un statut protecteur. Cette mise en examen, je suis magistrat. Oui. Je suis magistrat. Cette mise en examen, elle a été créée quand? Dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi de présomption d'innocence. Ça vous donne un accès au dossier. Aujourd'hui, je ne suis pas partie au dossier. Je n'ai pas accès au dossier, je n'ai pas d'éléments, et donc je ne suis pas partie au dossier. Donc je n'ai pas été entendue sur ce dossier. Je n'ai pas été entendue dans cette affaire, et il ne s'agit pas d'une plainte de Renault, il s'agit d'une plainte d'un avocat qui fait ça pour des raisons obscures et très personnelles. Mais vous savez, ces manœuvres, j'en ai subi beaucoup. Mais là, encore une fois, j'irai jusqu'au bout et je découvrirai qui est derrière cette manœuvre. Rachida Dati, dans votre liste pour la mairie de Paris, il y aura des candidats membres du mouvement libre de Valérie Pécresse ou pas? Parce que j'ai vu quelques dissensions avec Valérie Pécresse. Non, Valérie Pécresse a quitté les Républicains. Oui. Elle a créé un mouvement qui s'appelle Libre. Oui. Aujourd'hui, elle souhaite préparer sa campagne pour les régionales et j'ai même vu éventuellement pour la présidentielle. C'est son histoire. Aujourd'hui, nous avons une campagne municipale. L'enjeu pour nous et pour les Parisiens, c'est de gagner Paris. J'ai été investie hier par les Républicains. Donc j'ai la charge aujourd'hui de pouvoir rassembler le plus largement à Paris, pour pouvoir gagner la campagne à Paris. Aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas contents de ce qui se passe à Paris. Et donc, j'aurai des listes partout, avec des candidats partout. Nous aurons tous ceux qui seront autour du projet que je porte et que nous incarnons. Nous serons le plus ouverts possible. Moi, il y a des profils, il y aura des personnes issues de la société civile qui sont très en lien et très connaisseurs, des connaisseurs. Enfin, j'ai vu ce qu'a dit Valérie Pécresse. Je lui ai tendu la main, elle n'en a pas voulu. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Simplement, s'il y a des candidats qui sont issus du mouvement libre, ils peuvent être sur notre liste. Mais il faut aussi une cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un saupoudrage de candidats chez tout le monde. Les électeurs ne vous en veulent jamais quand vous avez de la cohérence et des convictions. Donc moi, je suis ouverte à tous les talents pour pouvoir gagner Paris. Alors, je vous pose une question. Vous êtes foncièrement anti-Emmanuel Macron ? Non, mais c'est quoi cette question? Non, je vous pose cette question parce que est-ce que vous pourriez à un moment donné ou un autre passer un accord avec Benjamin Griveaux ou avec Cédric Villani? Ce serait possible ou pas? Monsieur Bourdin, moi je vous écoute très tôt et vous le savez. J'écoute les auditeurs. Ce que j'aime... Ils s'en moquent. Non, mais ce que j'aime dans votre manière de pratiquer votre journalisme, certains vous critiquent là-dessus, moi je trouve que ça me correspond. Pardon de vous le dire comme ça. Pourquoi? Parce que vous laissez la parole libre, comme vous le disiez encore hier, dans le cadre de la loi. Les gens s'expriment et ils sont dans une liberté. Les gens aiment l'authenticité. La vérité, chacun a sa vérité. Ils aiment votre sincérité et vos convictions. Donc, moi, certains, effectivement, font de la tambouille. Certains se repeignent. C'est-à-dire que certains disent on fait de l'ouverture et en fait ils font pas du tout de l'ouverture. Ils disent qu'on renouvelle, ils renouvellent pas. Ils changent juste d'étiquette. On passe de RPR à l'UMP, de l'UMP à LR et de LR à En Marche. Vous croyez que c'est ça la politique? C'est ça qui vous donne envie de faire de la politique? Vous croyez que ça n'est pas ça qui... Donc aucun accord avec personne. Non mais attendez, on n'est pas chacun... Oui. Non mais ça n'est pas un accord aujourd'hui. On ne connaît pas les projets, la campagne n'a pas commencé, nous avons des projets, nous allons commencer nos campagnes, on a un premier tour et ensuite nous verrons. Nous devons mener une campagne de premier tour avec un projet très clair et une offre très claire pour les Parisiennes et les Parisiens. Alors j'ai 2-3 questions pour les Parisiens et les Parisiennes, ou les Parisiennes et les Parisiens. Le gel des loyers, comme à Berlin? Oui, non? Le logement qui est l'un des premiers problèmes. Exactement, vous avez raison. Le sujet du logement... Vous savez, ceux qui vont vous dire on va diminuer le prix du mètre carré. Vous savez, il y a des villes dans lesquelles on vit très bien avec des loyers où ils sont très chers. Moi, il y a une mesure que je suis en train d'affiner, que j'annoncerai dans un mois. Il y aura une mesure choc sur l'aide au loyer, l'aide au logement. Parce que ça sera quoi? Parce que construire, oui, on construit. Ce sera quoi l'aide au loyer? Je suis en train effectivement d'affiner cette proposition. Une aide de qui? De la mairie? Des pouvoirs publics. Attendez, des pouvoirs publics de la mairie. Nous, en tant que maire, public, si je suis maire de Paris demain, il y aura une aide au logement pour notamment les classes moyennes.
Et pour les classes moyennes, qui sont aidées par la mairie pour se loger. Moi, je souhaite, vous savez qu'aujourd'hui, pour toutes les familles parisiennes, Paris est devenu une contrainte. Les familles quittent Paris, non pas parce qu'ils ont un autre projet ailleurs ou qu'ils n'aiment pas Paris. C'est trop cher. C'est qu'ils ne peuvent plus vivre à Paris. Donc déjà, ils ont une double peine avec le loyer et double peine avec les services municipaux. Attendez, Monsieur Bourdin, je termine juste ma phrase. Les services municipaux sont très chers pour la classe moyenne. Vous savez que le prix de la cantine à Paris, quand vous êtes sur le tarif moyen ou le plus élevé, c'est 7 €. Quand Nice, Lyon ou Bordeaux, ils sont en moyenne entre 3 et 4 €. Ça n'est pas normal pour une ville comme Paris. Donc je ferai un geste très fort sur les tarifs des services municipaux et nous ferons une mesure très forte sur le logement. Pour les classes moyennes, on est bien d'accord. Pour les classes moyennes et pour les familles. La mairie aidera les familles, les classes moyennes. Et pour les familles. Il faut gagner 11 000 € par mois pour pouvoir s'acheter un 75 mètres carrés à Paris, je le rappelle. 11 000 € par mois. Mais pour le loyer, de la même manière. De la même manière. Un mot sur pour terminer sur la police municipale. Vous souhaitez une police municipale. Tout le monde la souhaite d'ailleurs maintenant. Maintenant. Anne Hidalgo, y compris chez En Marche. Ne veut pas qu'elle soit armée, simplement qu'elle soit armée de bâtons ou de matraques. Et vous ? Moi, j'ai fait cette proposition il y a maintenant presque un an, dans une polémique, parce que moi j'ai souhaité réorganiser la politique de sécurité à Paris, autour de 3 acteurs. Police nationale, les recentrer sur leur mission essentielle, les investigations, les interpellations, leur mission d'enquête. La police municipale, qui doit être une police municipale pour lutter contre la délinquance du quotidien qui explose à Paris. Aujourd'hui, ce qui fait office de police municipale, c'est uniquement une police de verbalisation des voitures. Ni plus ni moins. Et puis, le 3e acteur de la sécurité que je souhaite, ça sera la sécurité privée qui permettra de sécuriser notamment les bâtiments publics. Et donc, la sécurité à Paris, ce sera autour de ces 3 acteurs principaux. Merci Rachida Dati d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55, RMC et BFM TV.